Donc maintenant, c'est la conférence du professeur Imen Berejab pour nous parler de les urgences d'hésitation pédiatrique, l'hésitation pédiatrique chez l'enfant. Alors, bonjour à tous, chers modérateurs, chers consoeurs, chers confrères. Très honorable de faire partie de cette délégation de la Société tunisienne de médecine d'urgence. Je remercie et je félicite le comité d'organisation pour le haut niveau scientifique et la très bonne organisation, en vous souhaitant toujours plein de succès et plus ample collaboration avec la Société tunisienne de médecine d'urgence. Alors, il m'a été confié de parler des urgences pédiatriques, spécifiquement de la déshydratation chez l'enfant. Certainement, comme vous le savez tous, c'est une pathologie qui est quand même de pratique courante. C'est une pathologie avec une mortalité qui est assez importante. Malheureusement, ça reste quand même l'apanage des pays en voie de développement à cause des conditions socio-économiques, un diagnostic qui se fait un peu plus parfois tardif. Et ça touche une population qui est vulnérable, c'est 80% des nourrissants. Et la gastro-entérite reste la cause majeure de cette pathologie. Et sans vous le cacher, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe un petit peu ici chez vous, mais en Tunisie, mis à part les grands CHU où on a des services vraiment universitaires de pédiatrie, alors les urgences pédiatriques, on les voit dans les hôpitaux périphériques, c'est les urgences adultes. Donc moi, avec l'équipe de médecins généralistes ou urgentistes, on prend en charge les urgences pédiatriques et c'est également les médecins dans les cabinets qui sont amenés pas mal de fois à prendre en charge ces patients-là. Alors là, j'ai trouvé un petit papier qui est quand même assez ancien, c'est en France. C'est une enquête qui a été faite auprès des médecins généralistes par rapport à la prise en charge des urgences pédiatriques. Et ils ont confié qu'ils prennent pas mal d'urgences pédiatriques, des convulsions, des crises d'asthme sévère et la déshydratation, c'est 42% de consultations de médecins généralistes qui se trouvent éloignés en fait des SMUR pédiatriques. Ce sont des médecins qui ont leur perfusion de sérum physiologique et de G5 et qui sont amenés à mettre en place des perfusions, à réhydrater leurs patients avant de les transférer en cas de besoin. Alors, qu'est-ce que c'est une déshydratation? Donc, c'est l'ensemble de troubles qui est engendré par un déficit aigu, important et surtout non compensé en eau et en électrolytes. Et bien sûr, au niveau des compartiments hydriques de l'organisme. Alors, pourquoi la population pédiatrique, elle est particulièrement vulnérable? C'est en fait les âges extrêmes, mais là, c'est le cas de la population pédiatrique. En fait, c'est pour des raisons purement physiologiques. Alors, la population pédiatrique, donc la proportion de l'eau au niveau de l'organisme, elle est très importante par rapport à l'adulte. Elle peut jusqu'à 80% à la naissance. Donc, imaginez 80% du poids corporel, c'est de l'eau. Et ça diminue progressivement avec l'âge pour arriver jusqu'à 45% en fonction de l'âge et du sexe. Et cet excès d'eau, ils se trouvent tous en extracellulaire. Et donc, avec les électrolytes qui en composent, le sodium et les bicarb, ils ont un taux de renouvellement de l'eau qui est très important par jour. 25% de la quantité d'eau, elle se renouvelle de façon quotidienne, contre 6% pour l'adulte, avec des pertes insensibles qui sont très importantes. Donc la peau, elle est encore immature. Donc à l'occasion d'une fièvre, de pertes insensibles, de coups de chaleur, donc ils en perdent beaucoup. Et une autre raison qui n'est pas non plus négligeable, donc on parlait tout à l'heure de rein. Alors, le rein est également immature en pédiatrie, donc ils ont du souci à faire concentrer les urines. Donc, la différence entre la corticale et les médulaires, elle n'est pas importante. Donc, et on a une immaturité au niveau du pompe du chlore, au niveau de l'anse de 1 lait. Donc, on a du souci à faire concentrer les urines et donc à retenir de l'eau. Et un facteur qui est purement environnemental, c'est que les tout-petits sont dépendants de leur environnement. Alors, du moment qu'on a des conditions socio-économiques, on a un entourage qui n'est pas bien attentif,
préventif, donc on risque de passer à côté des déshydratations mineures et ce qui va conduire à l'installation de déshydratation de plus en plus importante. Alors les conséquences, c'est que les enfants et les tout-petits certainement, ils vont perdre en l'espace de quelques heures jusqu'à 20% de la quantité d'eau de leur organisme et on va voir apparaître un déficit hydrique qui est important. Alors, les conséquences sont graves sur le plan physiopathologique parce que lorsque le déficit est important, donc ce qu'on va avoir, certes, vous avez compris, quand on va avoir l'installation d'un état de choc et un collapsus, donc qui dit collapsus, c'est une hypoperfusion tissulaire, donc on a un métabolisme anaérobie, donc de l'acidose lactique. On va avoir l'installation d'une insuffisance rénale qui est initialement fonctionnelle, mais qui peut évoluer vers l'insuffisance rénale organique. Alors, je me permets de vous rappeler qu'en fait, la majorité des déshydratations sont des déshydratations isotoniques, dans plus de 80%. C'est-à-dire on a autant d'eau que de sel qui sont perdus. Et donc, c'est une déshydratation extracellulaire pure. Alors, chez l'enfant, on peut avoir quelquefois des déshydratations hypotoniques, c'est-à-dire soit qu'on perd plus que de sel que d'eau, ou bien ce qui se fait chez les enfants, c'est quand on les donne en fait des apports hydriques qui sont riches en glucose, du soda, des jus. On a l'impression que ça va les aider, mais en fait ce sont des produits qui sont riches en glucose, mais qui ne sont pas riches en sel, ce qui fait que ce sont des liquides hypotoniques. Et donc ça peut faire que la déshydratation se transforme en déshydratation hypotonique de façon iatrogène. Pour les déshydratations hypertoniques, c'est beaucoup moins fréquent que chez l'adulte. Ce sont des terrains particuliers, c'est parfois de pathologies cérébrales ou de tumeurs cérébrales. Alors, comment on va évaluer l'enfant ou le nourrisson qui va se présenter pour une déshydratation sévère? Alors, l'urgentiste que je suis, comme déjà on fait mes amis, alors on fait l'évaluation comme le recommande l'ERC. C'est une évaluation stratifiée qui a le but de faire rapidement le diagnostic et d'agir rapidement. Alors, donc c'est une évaluation avec la pédiatrie, une particularité. On va faire, avant l'approche ABCDE, on va faire ce qu'on appelle le quick look, puis on va faire l'approche ABCDE et secondairement, on aura une bonne évaluation avec un examen détaillé. Alors, c'est quoi le quick look? Alors, le quick look, c'est en fait un moyen rapide de dépister si l'enfant ou le nourrisson qui est devant vous, il est gravement malade, s'il y a nécessité d'intervenir, par exemple, pour faire un massage cardiaque, pour faire un geste respiratoire, et donc, ou bien d'appeler pour avoir des soins d'urgence, un renfort rapidement. Donc, il s'agit d'une évaluation sans les mains, donc sans même toucher le nourrisson ou l'enfant. C'est en moins de 10 secondes, sans équipement et sans déshabiller. Et c'est quoi en fait? Vous pouvez utiliser l'acronyme CRC, c'est pour le comportement. Alors, vous allez voir le nourrisson ou l'enfant, est-ce qu'il est éveillé ou plutôt il est léthargique, donc avec le contact avec l'environnement. Le B, c'est respiratoire pour voir l'état respiratoire. Et C, c'est la coloration pour voir si vous n'avez pas de problème d'hypoperfusion. Donc déjà d'emblée, vous pouvez, c'est le raisonnement, voilà, vous commencez à raisonner, il y a un truc hyper urgent ou bien je peux faire mon évaluation et puis agir après. Alors l'évaluation selon l'approche ABCDE, c'est comme l'adulte. A pour airway, pour voir est-ce que les voies aériennes sont perméables. Alors, dans le cas de la déshydratation, on risque d'avoir des voies aériennes qui sont un peu à risque. Si vous avez une déshydratation sévère avec des troubles neurologiques, donc en dehors de toute pathologie neurologique, vous pouvez avoir des patients qui sont confus ou somnolents ou même en état de coma. Sur le plan respiratoire, l'FTVO, alors vous risquez d'avoir des patients lorsqu'ils sont en déshydratation sévère qui sont très polypnéique, et c'est en rapport, c'est l'acidose métabolique, avec un volume respiratoire qui est un peu diminué. Sur le plan circulatoire, vous avez le 5P. Alors, ce que vous pouvez observer, vous pouvez avoir un patient qui est tachycarde, en hypotension, un TRC qui est allongé plus que 2 secondes, une précharge qui est diminuée, et vous pouvez, donc lorsque vous allez percevoir le pouls, vous allez trouver des pouls qui sont faibles. Donc c'est ça, c'est ce que veut dire la pulsation. Sur le plan neurologique, le D, alors, chacun avec son expérience, ceux qui peuvent calculer le score de Glasgow, sinon on peut faire une évaluation même sommaire et on peut évaluer si votre patient il est somnolent, agité, léthargique. Mais ce qu'il faut faire de façon systématique, c'est la glycémie au doigt. Alors surtout pour détecter les patients qui sont hypoglycémiques, si votre patient est
à la suite d'une gastro-entérite, il vomit beaucoup, donc il n'a rien pris, donc vous risquez de trouver des patients en hypoglycémie, mais vous pouvez également trouver de l'hyperglycémie. Le E, l'exposure, donc c'est très important cette étape-là, parce que vous allez en fait compléter, après l'évaluation des constantes vitales, vous allez évaluer votre patient. Alors vous allez apprécier en fait la fontanelle, la présence de cernes oculaires, les sécheresses de muqueuse, le flux cutané, la température. La fièvre peut être en rapport avec une pathologie septique, mais ça peut être un témoin d'une déshydratation intracellulaire. Et bien sûr, vous allez compléter par l'anamnèse pour rechercher un terrain particulier de diabète, d'insuffisance rénale, les thérapeutiques en cours, l'histoire actuelle, le nombre de selles, le nombre de vomissements, le degré donc, de la pathologie, la présence d'allergie et le dernier repas. Et au terme de cette évaluation, on devrait, chacun de nous, quelle que soit sa compétence, pouvoir faire le diagnostic d'une déshydratation sévère. Donc vous voyez, c'est l'ensemble de signes cliniques qui se trouvent ou qui ont été rapportés dans la littérature qui reflètent la déshydratation. Et je ne vais pas vous les lire. Donc si vous allez les voir, c'est en fait l'évaluation ABCDE est capable de détecter tous ces symptômes. Et donc vous pouvez rien qu'en 10 secondes, faire le diagnostic de déshydratation aiguë. Alors, 1, le diagnostic positif, on l'a fait. 2, le diagnostic de gravité. Alors, certainement, vous savez que pour dire une déshydratation, elle est sévère, il faudra apprécier le poids. Alors, si vous allez avoir une perte de poids entre 3 et 5, vous avez une déshydratation mineure. Entre 5 et 9, elle est modérée. Et plus que 10 ou 9, c'est une déshydratation sévère. Mais est-ce que c'est une pratique qui est facile et rapide? Ça prend du temps. Et alors, comment on va faire? Donc c'est simple, cette même évaluation va nous permettre de grader le niveau de déshydratation. Et ça a été rapporté et bien étudié dans les littératures, ça ne vient pas de moi, ni de l'approche ABCDE. Alors déjà, le Gorlitz, c'est une étude phare qui a bien traité la déshydratation pédiatrique. Donc en fait, ce qu'il a fait, il a pris des symptômes qui ont été avancés par l'OMS, les 10 symptômes les plus fréquents de la littérature. Donc, il les a étudiés. Donc, il a trouvé que ces symptômes-là, ils ont une très bonne spécificité. C'est-à-dire, s'ils sont présents, c'est que vous êtes sûr que votre patient il est déshydraté. Sauf qu'il manque de sensibilité, c'est-à-dire, on ne le trouve pas tout le temps. Alors, il a encore avancé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé 4 symptômes qui sont très importants. C'est que le TRC plus que 2 secondes, la déshydratation des muqueuses, l'absence de larmes et l'état général altéré, ou donc lorsque le patient est léthargique, sont très spécifiques d'une déshydratation sévère. Et il a trouvé que parmi les 10 signes qu'il a déjà adoptés, alors plus vous en avez de signes, plus c'est une déshydratation sévère. Donc plus vous faites une bonne évaluation, plus vous augmentez le nombre de signes qui sont positifs, c'est en faveur de la gravité. Alors depuis, il y a le CDS score, donc c'est également un score qui est facile. C'est pratiquement les mêmes 4 critères, sauf que vous n'avez pas le TRC, mais surtout, c'est la langue qui est sèche. Donc, également 4 items. Et vous voyez ici que lorsque vous avez un patient qui est léthargique, avec des globes oculaires enfoncés, très sèches, vous avez déjà plus que 5 points. Donc, c'est en faveur d'une déshydratation qui est sévère. Le score de l'EMS, donc je vous laisse le soin de le voir, c'est pratiquement les mêmes choses et ce sont les scores qui sont les plus rapportés pendant la littérature et les plus utilisés de par donc les grands services. Alors vous allez me dire lequel est le meilleur, donc je n'ose pas vraiment vous répondre parce que également dans la littérature ils ont comparé ces scores-là. Là, ils n'ont pas trouvé de différence entre le CDS score et le score de Gorlitz. Et même dans cette deuxième méta-analyse, donc il a trouvé dans cette méta-analyse que les 3 scores les plus fréquents, c'est bien évidemment le CDS score, le score de l'OMS et le Gorlitz score. Il a trouvé une petite différence du CDS score. Dans les pays en voie de développement, il est plus performant que le des autres. Donc, c'est à vous de choisir le score le plus facile à adapter dans votre pratique courante. Alors, y a-t-il une place pour l'échographie? Je suis désolée pour mes chers amis, donc professeur Bellaswad et professeur Msoli. Malheureusement, bien qu'il y a eu un papier en 2016 qui a trouvé qu'en fait, si vous faites
une coupe abdominale épigastrique transversale, vous prenez le diamètre de l'aorte et la surface de la veine cave, vous faites le rapport, c'est ils ont trouvé une très bonne corrélation avec la déshydratation, sauf que les Américains, 2 ans après, ils ont dit que vraiment, il n'y a aucune place pour l'échographie en termes de déshydratation, surtout dans les pays donc, avec des ressources limitées. Donc, pour faire le diagnostic clinique et de gravité, c'est en fait que la clinique pour le faire. Alors, quelle est la place des examens complémentaires? Alors, pour les déshydratations mineures et modérées, il n'y a aucune place. Mais là, pour les déshydratations sévères, il faut faire des examens complémentaires. Le but, c'est en fait de faire le bilan de retentissement. Donc, c'est très important et ça va nous aider également dans le diagnostic étiologique. Alors, pour le bilan de retentissement, donc, ce qu'on recommande de faire, c'est le dosage des taux de bicarbonate, une fonction rénale, l'ionogramme, la glycémie et la numération de la formule sanguine. Alors, ces bilans ont été retrouvés très corrélés avec le niveau de gravité. Donc, si vous avez une augmentation de l'urée plus que 11, une créate plus que 80, les bicarb qui sont de moins de 15, c'est très spécifique. Mais le taux de bicarb a été l'indicateur le plus spécifique et le plus sensible en termes d'évaluation de la gravité. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez des taux de bicarb qui sont diminués, ça témoigne d'une acidose métabolique qui est assez avancée. C'est l'acidose lactique qui est en rapport avec l'hypoperfusion tissulaire. C'est la production de corps cétonique. C'est la perte excessive de bicarb par les diarrhées. Et si vous avez encore plus un enfant qui a des troubles neurologiques, vous avez une hypoventilation et vous risquez d'éliminer mal le CO2. Alors, l'ionogramme, quelle est sa place? Donc, il ne va pas en fait gradifier le degré de gravité, mais surtout, ça va nous aider à classer la déshydratation en isotonique, hypotonique ou bien en hypertonique, et ça va nous guider dans le protocole de réhydratation et le rythme de réhydratation. Alors, si vous n'avez pas d'ionogramme, il faut considérer toute déshydratation comme isotonique et il faut commencer la prise en charge comme telle. Alors, concernant le diagnostic étiologique, alors comme j'ai déjà avancé en début de conférence, c'est les gastro-entérites, c'est les pertes digestives qui sont les plus rencontrées en termes de déshydratation jusqu'à plus que 80%. Alors, en l'absence d'un tableau clinique évident, alors il faudra se faire des dosages de la natriurése pour pouvoir faire votre démarche diagnostique. Si vous avez une natriurése qui a baissé, ce que les pertes sont extra-rénales, donc il faut rechercher le digestif, le cutané ou bien le pulmonaire. Si vous avez une natriurése qui est augmentée, c'est un truc au niveau des reins et il faut toujours commencer par tout ce qui est métabolique, notamment par le diabète. Alors, le vif du sujet. Alors, la conduite à tenir devant une déshydratation sévère, je sais que vraiment, c'est le casse-tête de beaucoup de médecins pour faire un protocole de réhydratation. Donc, c'est important de le faire de façon rapide parce il faut améliorer la perfusion tissulaire et donner des besoins et des apports énergétiques. Et bien sûr, s'il y a traitement étiologique, il faut le faire. Alors, revenons à l'approche ABCDE. Alors, lorsque vous faites votre approche et vous détectez un patient qui est grave, c'est-à-dire en état de choc, on parle de choc chez les enfants, on parle de choc compensé ou décompensé. Décompensé, c'est lorsque vous avez une hypotension. Donc, il ne faut pas hésiter, conditionner, on peut mettre la tête en position neutre et surtout mettre une voix d'abord et commencer la perfusion. Alors, qu'est-ce qu'on va donner? Donc, on va donner du sérum physiologique, du sérum donc isotonique, avec à la dose de 20 ml par kilo. On peut le passer sur 30 à 1 heure. Alors, une fois qu'on a, et on peut répéter ça jusqu'à 2 à 3 fois, et ceci jusqu'à avoir une stabilité hémodynamique, c'est-à-dire votre patient, le TRC n'est plus allongé, les extrémités ne sont plus froides, la tension remonte un petit peu. Là, on va faire notre protocole de réhydratation. Alors, lorsqu'on va le faire, on doit répondre à ces questions-là pour vraiment être sûr de faire le bon choix. Alors, par quelle voie vous allez faire votre réhydratation? Par quel liquide? Quel est le rythme et quelle est la quantité? Alors, la voie, je pense que tout le monde il sera d'accord. Donc, j'ai déjà fini. Hein. Alors, la quantité, donc pour la voie, je pense que tout le monde est d'accord que la quantité, ça sera par voie intraveineuse. Certes, parce que vous avez une déshydratation qui est sévère, vous avez un état de choc.
Et elle est également indiquée à chaque fois où vous avez un échec de la réhydratation orale. Sauf qu'une chose très importante qu'il faut signaler, c'est que... c'est qu'elle ne contre-indique pas une réhydratation par voie orale. Donc, c'est que dès que votre patient, l'état de votre patient le permet, il n'a pas de trouble neurologique, il ne faut pas hésiter à associer, à faire les deux. Donc, j'en passe des différents solutés. Ils sont bien codifiés par l'OMS, par les différentes sociétés de gastrologie et de pédiatrie. Et vous pouvez le passer aussi bien par voie orale ou bien par sonde nasogastrique. Alors maintenant, quel liquide qu'on va passer? Alors, déjà, je vais vous dire que vraiment, si vous allez bouquiner un petit peu dans la littérature, il y a une grande variabilité en termes de liquide, de quantité, de protocole. Donc, il y a chacun a son protocole, mais j'ai essayé de choisir peut-être le plus facile à faire ou le plus adapté. Donc, le soluté qu'on va utiliser, donc il y a le chef de file, c'est le sérum salé isotonique. Donc, c'est une molécule phare. Elle est très ancienne, dès les 1800. Ça a été également utilisé dans les contextes de déshydratation lorsqu'il y avait le choléra. C'est le plus utilisé, le plus disponible et le moins cher. Sauf qu'on lui on lui reproche qu'il n'est pas vrai. La quantité de sel dans le sérum salé, c'est 154 millimoles, c'est trop par rapport à notre organisme et ça va en fait donner une acidose métabolique hyperchlorémique avec une hypernatrémie. Donc, on a avancé, on a trouvé des solutés qui font vraiment la page, c'est ce qu'on appelle les solutés balancés. En fait, donc là, en bas, vous voyez 154 millimoles pour le NaCl. Alors, voilà, les solutés balancés, c'est le ringer lactate, il y a le plasmalite. Donc, ce sont des solutés où on a moins de sodium et on a, au lieu du chlore, on a des anions qui sont organiques, comme par exemple l'acétate, et donc, ils font moins d'hyperchlorémie. Alors, sérum normosalé ou bien soluté balancé. Alors, la dernière méta-analyse publiée en Cochrane, donc en fait, ils ont trouvé une petite différence en faveur des solutés balancés. Elle augmente mieux, elle améliore mieux le pH et les bicarb, sauf que les auteurs ont conclu qu'en fait, les deux solutés, ils font la même chose en termes de mortalité, de pronostic, et les études n'en sont pas très nombreuses pour pouvoir statuer. Alors, qu'en est-il du glucose? Donc, le glucose, soit du G5 ou G10, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas un produit de remplissage, c'est un produit qui ne contribue pas à la tonicité, donc il n'a pas la même valeur que le soluté isotonique. Sauf qu'on va l'ajouter pour la perfusion d'entretien, parce que, bien sûr, ça va diminuer l'acétonurie de jeûne et ça va traiter les patients hypoglycémiens. Faites attention avec les risques d'hypocalémie lors de la mise en place. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec le G5? On va faire, en fait, donc une khalta, donc du G5 auquel on va ajouter des ions. Donc on va ajouter du NaCl et on peut ajouter également du potassium pour que ça devienne un produit qui est moins hypotonique. Alors la quantité, donc on sait, pour les liquides, c'est bon, on va utiliser le sérum physiologique et le G5 qui est modifié. Alors là, combien on va passer? Donc lorsqu'on va calculer la quantité, il faut prendre en considération le déficit hydrique qu'on a, le besoin du patient et les pertes qui sont en cours. Alors, lorsqu'on va calculer le déficit hydrique, donc une déshydratation sévère, ça veut dire 10% de perte. Donc, on a déjà vu ça. Et 10%, ça veut dire 10 ml par kilo. Alors, sachez-le, lorsque vous perdez 10 ml par kilo, lorsque vous perdez 100 ml, alors dans le 100 ml, vous avez 80 mmol de sodium et 8 mmol de sodium et 6 de potassium. C'est pour faire les calculs. Donc, si vous avez un poids de 10 kg, donc dans 1 litre, vous allez devoir mettre l'équivalent de 84 mmol de sodium et 60 mmol de potassium. Pour le liquide d'entretien, alors, il y a deux règles, donc je vous recommande la seconde. En fait, c'est plus facile. Pour les 10 premiers kilos, c'est 100 ml par kilo, c'est-à-dire vous allez passer 1 litre. Au-delà de 10 kilos, c'est 50 ml par kilo, c'est-à-dire c'est la moitié. Et il faut savoir que dans les produits d'entretien, on met 30 mmol de sodium et 20 mmol de potassium. Alors, comment on va les passer?
Également, les protocoles sont différents. Il y a ceux qui recommandent de passer la moitié des pertes sur les 3 à 6 premières heures et le reste sur, donc la moitié des pertes avec le liquide d'entretien, on les passe sur les prochaines 16 heures. Et il y a ceux qui recommandent de le faire toutes sur les 24 heures. Également, les publications, il n'y a pas de différence entre de passer un rythme rapide par rapport à un rythme standard. Donc, vous pouvez choisir le protocole qui vous convient. Donc, en pratique, je vais récapituler. Si vous avez un nourrisson de 10 kg et vous avez une déshydratation sévère de 10%, alors, vous avez un déficit de 100 ml par kilo. Ça revient à donner 1 litre qui contient 80 mmol de sodium et 60 mmol de potassium. Vous allez calculer le liquide d'entretien. Donc, sur la base de 10 kg, vous allez avoir également 1 litre dans lequel vous allez passer 30 mmol de sodium et 20 mmol de potassium. Et donc, ça va vous faire, donc la totale, ça sera la somme des deux. Alors, si par exemple, vous allez choisir de passer pendant la première heure 20 ml par kilo de sérum physiologique lorsque vous avez une déshydratation sévère, vous avez la tachycardie, donc vous avez des critères de gravité, donc il faudra passer rapidement une quantité. Donc si vous passez les 200 ml, c'est une règle de soustraction, règle de 3, donc il va vous rester en fait, donc vous allez passer 200 ml sur la première heure, le reste vous allez le faire passer sur le reste de 24 heures. Je vous recommande de faire, pour faire cette G5 polyonique, dans le 1 litre, vous passez 4 ampoules de NaCl et 2 ampoules de KCl pour avoir un liquide qui est adapté. J'ai mis le KCl en rouge parce que si vous avez votre patient, il n'a pas encore déclenché du diurèse, il faudra peut-être patienter avant de mettre le potassium et il faudra réévaluer tout à l'heure. Je termine par quelques plaques. Donc là, si vous avez une déshydratation hypotonique, on peut partir avec les mêmes liquides, mais on peut ajouter en fait le déficit en sodium. Donc il y a plusieurs formules. Donc la plus simple, vous faites la différence entre le sodium désiré et mesuré et vous multipliez par 0,6 et par le poids et vous l'ajoutez à votre liquide. Si vous êtes plutôt dans le versant de l'hypernatrémie, il faudra savoir que lorsqu'il est en hypertonie, que la déshydratation elle est plus sévère et on peut ajouter sur le même liquide, on peut ajouter de l'eau bédistillée à la dose de 4 ml par kilo pour chaque millimol de sodium au-delà donc du sodium de la fourchette normale. Alors, je finis par les éléments de surveillance. Donc, lorsque vous allez mettre en place un protocole de réhydratation, il faut toujours surveiller votre patient sur la base des constantes hémodynamiques, à savoir la fréquence cardiaque, la pression artérielle, mais également tous les éléments de la déshydratation. Et il faut garder à l'esprit que les protocoles peuvent être réévalués, on peut diminuer ou augmenter en fonction de l'évolution clinique de votre patient. Donc, en conclusion, donc la déshydratation pédiatrique, c'est une pathologie qui est fréquente. Les formes sévères, malheureusement, ça reste les pays, donc l'apanage des pays sous-développés ou en développement, et généralement en raison d'un diagnostic qui est tardif et une prise en charge non adéquate. Je pense et je suis convaincue que le médecin généraliste doit être en mesure de faire le diagnostic aussi bien positif que de gravité et d'entamer une prise en charge adéquate. Les liquides perfusés doivent être isotoniques et c'est toujours des choses à réévaluer, à réadapter en fonction de votre patient. Je termine par 2 citations. Alors, de Saint-Exupéry, donc il dit que l'eau n'est pas nécessaire à la vie, mais l'eau c'est la vie. وبكلمات من الكتاب العظيم كلمات من كتاب الله العظيم وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Sachant que l'enfant, franchement, c'est un océan. Ouais. Alors, 2 questions, s'il vous plaît. Docteur Zidane. Merci professeur pour votre belle présentation actualisée, voilà. J'ai 2 remarques. Premièrement, c'est qu'en 2023, on continue à donner du coca quand il y a de la diarrhée. Ça c'est pour attirer l'attention, pour dire que pratiquement c'est faux et que uniquement c'est du sucre
à éviter complètement. Deuxième remarque, c'est par rapport à la réhydratation dans le cadre de l'urgence. La voie orale par la sonde nasogastrique est une alternative, mais elle n'est pas très développée. Alors que pratiquement, elle est, du point de vue sélection, elle est mieux que la voie parentérale. Sauf que peut-être l'enfant ne supporte pas la sonde nasogastrique, mais du point de vue physiologique, c'est la meilleure. Et dans les régions où on n'a pas pu, par exemple, piquer l'enfant dans le cadre de l'urgence, il n'y a pas mieux que ça. Et il y a beaucoup d'articles dans ce sens, notamment il y a Dupont qui développe qui a bien expliqué, et par rapport aux besoins de l'organisme, par rapport au sodium, potassium, etc., c'est la plus physiologique. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, les études sont vraiment claires. Le fait d'entamer une réhydratation par voie orale ou nasogastrique, ça diminue le taux d'hospitalisation, ça diminue le taux de complications et ça donc va vous permettre d'évacuer vos patients rapidement. Donc là, sans aucun doute, sauf que toujours peut-être, pourquoi j'ai insisté là-dessus, pour enlever cette hantise déshydratation sévère, c'est-à-dire qu'on doit passer tout par voie IV. Pas du tout. Du moment que vous avez un état neurologique satisfaisant, donc pour les risques d'inhalation, ainsi de suite, donc il ne faut pas hésiter à faire une réhydratation par voie orale. On peut démarrer le petit bolus de 3 heures avec le sérum isotonique et le reste, on peut le passer tout par voie parentérale. Donc je suis tout à fait d'accord. Merci pour votre question. Salam alaikum. Concernant... rarement, mais ça se voit toujours, devant une faute d'évaluation du degré de déshydratation, une réhydratation rapide ou avec une quantité élevée rend le nourrisson ou l'enfant en hyperhydratation. Quelle est votre conduite devant ces cas-là, même si ce sont rares? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous dans le sens où on risque d'avoir des complications, c'est lorsqu'on a des déshydratations soit hypertoniques ou hypotoniques. Donc, et chose que j'ai déjà annoncé que c'est très rare chez les enfants. Alors, la majorité des déshydratations sont des déshydratations isotoniques et je ne dirais pas qu'il n'y a pas de risque, sauf que le risque il est mineur même si vous passez la quantité d'eau rapidement, parce que pour les épaules, les hypertoniques, on a le risque d'installation surtout d'œdème cérébral, c'est lorsque vous faites la correction rapide et c'est ça la gravité. Il y a la littérature peu de cas qui parlent par exemple d'une mauvaise tolérance cardiaque ou pulmonaire, c'est pas comme chez les sujets les plus âgés. Là, donc il n'y a pas vraiment ce traitement symptomatique parce que le risque c'est neurologique, c'est du traitement symptomatique, c'est des patients qui peuvent faire des convulsions, donc c'est le traitement de la convulsion et ce sont des patients qu'on peut être amené à les réanimer, c'est-à-dire à les ventiler. Sauf que le pronostic neurologique, ça sera de très mauvais pronostics neurologiques, et ceci quel que soit. Donc c'est du traitement purement symptomatique en fait pour les complications neurologiques. Voilà, je vous remercie, professeur Ayman. Mais c'est une question, c'est pour la deuxième fois. Wow. Ma question vient là. Non, je n'ai pas vu, mais on a dit 2 questions. Donc la troisième, ce sera la dernière question. Je voulais juste une précision. Pour ce qui est de la voie parentérale, Dr Zidane a parlé de la voie orale et c'est la meilleure. Je voudrais savoir quelle est la meilleure chez le nourrisson. Je parle du nourrisson nouveau-né. Quel est le meilleur endroit parentéral épicrânien sur l'épicrâne ou surtout les membres et les veines des bras? Bon, je sais pas, je suis pas très experte pour être honnête, mais le risque en fait avec tout ce qui est pied haut, c'est en fait le risque du passage lorsqu'on va faire des perfusions qui est prolongée, sous-cutanées. Moi, j'ai assisté à des cas de syndrome de Loge, des amputations. Donc je pense que ce sont des perfusions qu'il faudra réévaluer. Actuellement, on fait même de l'intra-osseuse, et ce qui fait moins de risque de complications. D'accord. Mais je pense, si je les ai à choisir, avec l'épicrânienne, si on va faire des perfusions un peu plus prolongées dans le temps, elle engendrera moins de complications au niveau des membres. Et que pensez-vous des perfusions par voie sous-cutanée qu'on pratique chez l'adulte? Est-ce que chez le nourrisson est possible ou pas?
cas de déshydratation sévère, bien. Je pense qu'en déshydratation sévère, ils n'ont pas de place parce que vous avez un réseau qui est déjà vasoconstricté, donc ça ne sert absolument à rien de choisir la voie en sous-cutané. Et ça, je l'ai vu dans une publication récente. Je vous en prie. C'est bon, docteur Tahaba? C'est bon? C'est fini? Très bon. Bien, vous avez posé 2 questions. Hein. Vous êtes en train de poser la 4e. Je demande, docteur Tahar, s'il vous plaît, de passer.